Vous écoutez France Culture. Les vendredis de la philosophie, aujourd'hui je vous propose une émission spéciale, une rencontre avec le philosophe Giorgio Agamben. On retient généralement des philosophes leurs inventions théoriques. Mais ils sont avant tout de grands lecteurs, ainsi de Giorgio Agamben qui nourrit ses analyses du monde contemporain par des commentaires sur les pères de l'Église ou le droit romain. Aucune nostalgie pour la tradition dans ce retour aux sources. Agamben conçoit plutôt la philosophie comme une archéologie qui repère des points de surgissement et qui trace des continuités différentes de celles que nous enseigne l'historiographie ou la science politique. Du coup, les évidences vacillent, lorsque notre confiance dans la liberté démocratique se trouve confrontée à une lecture qui, au contraire, met en relief l'assujettissement progressif des individus. Ce qui nous apparaissait comme des exceptions, les camps de concentration ou l'épuration ethnique, devient la règle de fonctionnement des politiques occidentales. Les généalogies tracées par Giorgio Agamben nous invitent à repenser radicalement ce qu'est un gouvernement, comment fonctionne le consentement politique et quelles sont les alternatives à la politisation de la vie. Giorgio Agamben, bonjour. Je voudrais vous poser d'abord cette question sur la définition de la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'une archéologie pour vous ? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'archéologie, on fait l'archéologie du sujet, et au fond, moi-même, si je devais définir les recherches de mes dernières années, c'est bien une archéologie du gouvernement, qui continue celle de Foucault. Le problème, c'est de comprendre quel est le concept d'origine, d'arché, qui est en question dans une archéologie. Je crois que pour comprendre un concept, il faut toujours bien percevoir dans quelle stratégie il se trouve inséré, quel est le but pour lequel il a été formé. Si on prend l'essai de Foucault de 1971 sur Nietzsche et la généalogie, cette stratégie est claire. Il s'agit pour Foucault d'opposer ce qu'il appelle une généalogie ou une archéologie à la recherche d'une origine. L'idée, c'est, en suivant Nietzsche, de nier que l'origine est un privilège spécial, que l'origine soit quelque chose qui existe en soi, qu'on puisse rejoindre dans la chronologie comme un passé qui garde la forme et l'identité véritable d'un phénomène. Là, Foucault oppose ce qu'il appelle un point de surgissement à l'origine. Je crois que la puissance d'un point de surgissement, justement, ce n'est pas le fait qu'il soit reculé dans le passé, inatteignable. Au contraire, c'est qu'il est tout près. Il est tellement près qu'on ne peut pas le percevoir. Moi, dans mon cas, je crois que je conçois l'archéologie comme la voie d'accès au présent. Et pourquoi ? Parce que justement, le présent est ce qui est difficile à atteindre. Là, je crois qu'on pourrait mentionner l'image de Walter Benjamin quand il dit que l'origine, c'est un tourbillon dans les flux du devenir historique. C'est-à-dire, l'origine est contemporaine du présent. Ou aussi l'idée freudienne, sa théorie du traumatisme, c'est-à-dire il y a dans la vie d'un sujet un événement que sa conscience ne peut pas accepter, c'est un trauma, et donc cet événement va être refoulé dans l'inconscient et il va résurgir après ce qu'il appelle une période de latence sous forme d'un symptôme névrotique. Et là, le problème, c'est comment avoir accès à ces présents qui n'ont pas été vécus. Voyez, les traumas, qu'est-ce que c'est qu'un trauma ? C'est un présent qui n'a pas été vécu, donc qui n'est vraiment pas un passé, n'est pas devenu un passé.
Je crois qu'on peut dire que dans l'histoire, tout événement a un peu cette forme traumatique, c'est-à-dire c'est un présent qui reste non vécu et qu'il faut essayer d'atteindre. Est-ce que vous voulez dire que comme un analyste, alors, ce refoulement, vous essayez de le mettre en récit, de le mettre en langage? Le problème, c'est que tandis que dans la théorie freudienne, il s'agit de revenir à l'événement traumatique et de le rendre conscient, dans les schémas les plus banals, là, je crois qu'au contraire, il faut remonter au-delà du point où la scission conscient-inconscient s'est produite. C'est-à-dire, je conçois l'archéologie comme chose qui va vraiment donner accès à ce qui s'est produit au moment où ce que Freud appelle un trauma s'est produit. Mais aussi, là, encore une fois, quel est le statut temporel de ce phénomène, n'importe lequel. Là, je crois qu'il y a une comparaison très utile, c'est avec le travail de la linguistique historique. Bon, vous savez, la grammaire comparée a fait cette chose admirable et aussi presque folle, c'est-à-dire de reconstituer l'indo-européenne, c'est-à-dire une langue X qu'on suppose avoir été parlée par ces peuples européens qu'on ne sait pas où il était, quand il était là, etc. Et donc, on a même la forme des mots indo-européens. Voilà. Je crois que tout devient plus clair si on comprend que ces mots, il ne faut pas les concevoir comme des choses qui étaient vraiment là dans le passé. C'est des algorithmes qui expriment un système de correspondance dans les langues qu'on connaît, dans les langues qu'on parle. Donc, c'est quelque chose qui agit dans le présent. Et c'est un peu comme l'enfant pour la psychanalyse. L'enfant pour la psychanalyse, ce n'est pas un passé, c'est une force qui opère dans la vie psychique de l'adulte. Ou les Big Bang en astrophysique. Bon, le Big Bang en astrophysique, bon, on suppose que c'est un élément qui s'est passé il y a des millions et des millions d'années, mais qu'est-ce que c'est surtout? C'est quelque chose qui ne cesse d'envoyer vers nous sa radiation fossile, qu'on perçoit, que nos appareils perçoivent. Donc elle est là, elle est présente. Donc l'arché d'une archéologie, l'origine d'une archéologie, n'est pas dans le passé, c'est quelque chose qui opère dans le présent, dans la réalité présente. Alors l'arché, on sait bien que ce mot a un double sens, qui est de commencement, effectivement, mais aussi commandement. Alors c'était même un commentaire de Heidegger sur la physique d'Aristote, de dire, voilà, c'est commencement pour et pouvoir sûr. Alors évidemment, dans votre travail, on est sensible à cette généalogie du pouvoir, et à la manière dont il s'est constitué sur de l'ostracisme dans toutes vos analyses, notamment les différents volumes d'Homo Sacer. On voit bien que vous opérez une sorte de renversement généalogique par rapport à nos évidences, puisque nous, on a plutôt tendance à penser que voilà, l'homme s'est formé à partir de la nature et s'est constitué comme un être de raison à travers la citoyenneté. Et vous, alors, tout d'un coup, vous renversez cette généalogie pour montrer, je vous laisse le dire peut-être, que pour montrer qu'il y a un ostracisme fondateur que vous repérez à travers, par exemple, la mise au ban dans le droit romain. Est-ce que vous pourriez évoquer en quelque sorte ce renversement généalogique? Oui, plutôt qu'un ostracisme, il faudrait dire une exclusion. Oui. Voilà, ce que j'essayais de montrer, c'est que les pouvoirs se fondent sur un mécanisme complexe qui est à la fois d'inclusion et d'exclusion, ou plutôt, on pourrait dire, d'inclusion par l'exclusion. Et au fond, là, le concept intéressant, c'est le concept d'exception. Puisque qu'est-ce qu'une exception? Eh bien, une exception, c'est même l'étymologie du mot, c'est capturer quelque chose d'extérieur. Donc, exclure, mettre au banc, mettre dehors, mais pour l'inclure, pour le capturer. Alors, en quoi voyez-vous dans cette pratique inscrite donc dans aussi bien la théologie que dans le droit, en quoi voyez-vous, alors sinon l'origine, mais un point de surgissement qui nous fait comprendre le refoulé de la politique occidentale? Qu'est-ce qui vous permet tout d'un coup de dire, voilà, il y a sinon la vérité, mais en tout cas une vérité qui travaille notre présent?
Oui, encore une fois, là, pour revenir à notre problème de méthode, il ne s'agit pas d'une vérité. Oui. Je ne prétends pas atteindre quelque chose comme une cause première. Non, c'est plutôt de l'ordre d'un paradigme, c'est-à-dire de quelque chose, un phénomène singulier, un exemple, qui existe donc bien comme un phénomène historique singulier, mais qui va nous permettre de construire un ensemble problématique plus vaste et de les rendre intelligibles. Donc c'est toujours comme ça que je conçois ces modèles, ces concepts, ces figures sur lesquelles je travaille. Je crois que c'est par là que parfois il y a eu des équivoques, dans le sens qu'on m'a reproché, par exemple, de traiter un sujet comme l'homo sacer, c'est une figure du droit romain archaïque, ou pire encore, les musulmans à Auschwitz, ou l'état d'exception, de traiter cela comme des phénomènes purement historiographiques. Non, ce n'était pas mon but. Bien sûr, je fais des analyses historiques et je suis donc les lois de la philologie historique, mais dans mes recherches, je traite ces phénomènes comme des paradigmes, c'est-à-dire comme, encore une fois, à la fois des événements singuliers, historiques singuliers, mais que je traite comme des paradigmes qui vont permettre la compréhension, par exemple, du présent, par exemple, d'un ensemble historique plus vaste. Et par exemple, Foucault, quand il essaye de théoriser donc, cette biopolitique, certes, il fait une archéologie en reliant différents savoirs, différents discours, mais en même temps, voilà, il nous montre historiquement comment ça se constitue à l'âge classique, qu'il y a une manière de comprendre, de mettre en savoir un certain nombre de pratiques déviantes, et comment se met en place une politique qui n'a plus pour but d'asseoir la souveraineté sur la possibilité de faire mourir, mais sur la régulation de la vie. Et il date assez précisément cette évolution qu'il repère ensuite à travers les sciences et la politique, les politiques de naissance par exemple, au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une autre manière ici de faire l'archéologie du biopolitique, ou bien est-ce que vous êtes dans cette continuité-là? Et finalement, comment vous inscrivez à la fois la démarche structurale ou généalogique par rapport à une approche plus historiographique, ou historique tout simplement? Foucault a dit une fois que ses recherches historiques n'étaient que l'ombre portée que son interrogation théorique du présent jette sur le passé. Et moi, je pense, dans cela, je me vois en continuité avec le travail de Foucault. C'est le même problème pour moi. Ce qui se passe, que l'ombre devient plus longue. Vous voyez, la longueur des ombres change selon les heures du jour. Au crépuscule, les ombres deviennent très longues. Et donc, ce qui se passe dans mon cas, dans mes recherches, est que l'ombre que mon interrogation théorique projette sur le passé va beaucoup plus en arrière. Et donc, par exemple, dans la théologie chrétienne des tout premiers siècles ou dans les droits romains archaïques, vous voyez. Mais en cela, je ne vois pas une véritable rupture avec Foucault. Au contraire, c'est une question d'ombre, c'est une question de longueur d'ombre. Restons un tout petit peu sur la question de la méthode, si vous voulez bien. Donc, vous analysez, comme Foucault aussi, des techniques d'assujettissement qui sont consubstantielles donc, à la biopolitique, à la politisation de la vie. Alors, vous venez de dire que vous les référez aussi à un espace juridico-politique qui est beaucoup plus ancien que celui que Foucault avait mis en évidence. En même temps, sur la question méthodologique, Foucault il distingue généalogie et archéologie, et d'ailleurs, il n'a pas appelé ses livres généalogie, mais archéologie, et il dit quelquefois que les généalogies, pour lui, sont des antisciences, des gestes critiques. Justement, il reprend à Nietzsche cela. Il ne s'agit pas pour lui d'unifier, ni même de
vraiment repérer des continuités, mais il dit même le contraire, il essaye de repérer des discontinuités. Alors, est-ce que malgré tout, dans votre travail, qui est sur un plus long terme, il n'y a pas une manière beaucoup plus continuiste de pratiquer la généalogie? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez quand même pas une méthode qui implique une généalogie qui relie plus qu'elle ne repère des synchronies, qu'elle ne fait des coupes? Là, vous êtes dans la continuité plutôt, je dirais, diachronique, me semble-t-il, et vous reliez plus que vous ne dissociez par rapport à Foucault, si on devait essayer d'approcher votre méthode généalogique. Oui, on a dit qu'on a même lu l'archéologie du savoir de Foucault comme un manifeste du discontinuisme en historiographie. Je pense que ce n'est pas exact. Hein. Et d'ailleurs, Foucault, plusieurs fois dans ses interviews notamment, et même à la fin du livre, je crois, il a quand même dit que c'est pas ça les points pour lui. Au fond, essentiel pour lui aussi d'aimer tout ce qui permet de constituer des séries, de constituer des ensembles, ce qu'il appelle des paradigmes d'ailleurs, encore une fois. Je crois que c'est là qui permet de comprendre. Les paradigmes, c'est quelque chose qui permet de briser l'opposition entre continuité et discontinuité en histoire. Pourquoi? Parce que bien sûr, les paradigmes changent dans le temps, mais en même temps, les paradigmes est précisément ce qui permet de constituer une série, un ensemble plus vaste, un ensemble problématique. Et là, je crois que, il faut paradigme veut dire exemple. Paradigme veut dire exemple, c'est le mot grec pour exemple, ça n'a rien d'autre que ça. Un exemple concret de l'exemple. Voilà. Prenons-le dans les travaux de Foucault, les panopticons. Bon, c'est très connu de surveiller et punir. Donc les panopticons, c'est un phénomène historique précis, c'est un modèle architectonique inventé par Bentham en 1791 qui va devenir le paradigme de... Oui, on peut rappeler peut-être pour les auditeurs quand même que c'est le principe d'une construction, notamment pour les prisons, qui permet à partir d'un centre de surveiller tout ce qui est autour. Oui, il y a un seul homme peut surveiller une multitude, tandis que dans les paradigmes souverains anciens, c'était plutôt une multitude qui regardait les souverains. Bon, voilà, mais ce que Foucault dit, eh bien, je vais traiter les panopticons comme panoptisme, c'est-à-dire comme un modèle de fonctionnement qui permet une généralisation. Quelle est la généralisation pour Foucault? Là, c'est ce qui va lui permettre de comprendre les fonctionnements de ce qu'il appelle des sociétés de disciplines. Donc, vous voyez, donc il va bien analyser les phénomènes historiques panopticons tels qu'il est, avec une précision, mais son but est de s'en servir comme panoptisme, donc comme paradigme pour bâtir un ensemble bien plus vaste et pour le rendre intelligible. Oui. Alors, Giorgio Agamben, pour comprendre évidemment, votre usage du paradigme, j'aimerais d'ailleurs que vous le définissiez par rapport à d'autres termes. J'ai repéré dans vos textes que vous employez paradigme, exemple, schème, matrice, nomos. Alors, prenons peut-être un exemple à vous, pas à Foucault, mais celui du camp. Puisque vous opérez là aussi un renversement, vous dites plutôt que de comprendre la situation historique qui rend possible l'installation des camps de concentration, vous proposez, vous, en quelque sorte, de penser le camp, sa structure donc juridico-politique, comme justement ce qui rend possible des événements criminels. Alors, dans quelle mesure le camp de concentration, n'est pas, et vous en tirez d'ailleurs l'idée que ce n'est pas une anomalie, un fait historique circonstanciel, mais c'est la matrice, je vous cite, la matrice cachée, le nomos de l'espace politique dans lequel nous vivons encore. Alors là, c'est une phrase extrêmement forte, et c'est aussi un de nos arguments vraiment assez étonnants, que donc à partir de cet espace-là, vous essayez de penser la politique, même la politique contemporaine, et la politique en Occident. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, d'abord, et puis nous dire en quoi ça fonctionne pour vous, alors comme matrice, paradigme, exemple, schème? J'aimerais vous entendre là-dessus. Non, avant tout, là, pour bien préciser de quoi il s'agit, donc c'est tout à fait ce qu'on disait avant. On m'a souvent reproché justement cette idée de vous allez prendre les camps de concentration, cet élément terrible du XXe siècle, et vous en faites la matrice, les nomos de l'espace. Voilà, là encore une fois une équivoque. Je ne faisais pas là, je ne prétendais pas faire dans mes livres de l'historiographie sur les camps. Un travail merveilleux, très important, que des gens comme Hilbert ont fait merveilleusement. Je ne suis pas historien. Donc, encore une fois, il s'agissait de
tout en analysant très fidèlement. Je suis toujours les lois de la philologie historique. Chaque fois qu'on a affaire avec l'histoire, il faut se plier aux lois de la philologie. Mais en même temps, c'était un paradigme. Pourquoi? Pour comprendre justement la politique contemporaine. C'est là ce que les gens ne voient pas bien. Oui, je vous cite encore, vous dites donc le camp, donc, c'est l'espace qui s'ouvre quand l'état d'exception devient la règle, tout est possible, hein, et là vous montrez effectivement c'est un paradigme qu'on peut retrouver pour que, si on visualise bien aussi, on entende bien ce que vous voulez cibler, qu'on retrouve dans, par exemple, le stade de Bari pour les clandestins albanais, qu'on retrouve dans le Veldiv, qu'on retrouve dans les zones de rétention des aéroports français pour les immigrés illégaux. Donc, pour vous, il s'agit là d'une matrice qu'on repère à différents niveaux. Voilà, en effet, j'ai renversé le questionnement habituel qui est « mais comment est-ce possible que de tels horaires ont pu advenir ?» Ma question devenait par contre, quelle est la structure juridico-politique du camp telle que de tels événements, de tels horaires ont été possibles? Donc pour moi, l'analyse juridique et politique du camp était fondamentale. Et là, le concept qui m'est apparu, là c'est des travaux déjà anciens, c'est que c'est un espace d'exception, justement. Là, que si on examine les camps nazis au point de vue juridique, on voit c'est un institut du droit d'exception. C'est-à-dire il est entièrement régi par les droits, par l'état d'exception. Donc c'est même la matérialisation, on pourrait dire, dans l'espace d'un état d'exception. Hein, dans le sens que, en effet, la loi allemande est totalement suspendue dans les camps, et même les statuts politiques de celui qui entre dans les camps, même ces statuts déjà réduits à minimum, qui étaient les statuts du juif, c'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà été presque privé de tous ses droits, même ces restes juridiques étaient enlevés au moment de l'entrée au camp. Donc ceux qui entraient au camp étaient réduits à ce que j'appelais un nu-vie, un vie nue, c'est-à-dire plus rien de juridique. Voilà, et seulement si on comprend ça, on comprend pourquoi de tels horaires ont pu advenir. De tels horaires n'étaient pas des horaires, c'était parfaitement légal, si on comprend que c'est un espace d'exception. Et c'est pour ça que les recours aujourd'hui irresponsables au modèle de l'exception, c'est partout aujourd'hui, même... depuis que j'ai fait cette diagnose, les événements n'ont fait que les contempler. On dirait même que les modèles de l'exception et même les seuls modèles qui continuent à être employés. Par exemple, Guantanamo, c'est ça, ou la loi Patriot Act. Oui, toute la politique des États-Unis vise à établir une espèce d'état d'exception global face au terrorisme. Et donc le monde entier presque devient un espace d'exception où toutes les lois ne fonctionne plus de la même manière. Donc, bon, et là, tous les discours qu'on fait aujourd'hui sur la sécurité aussi, par exemple. Mais la sécurité, c'est une notion de l'état d'exception. C'est très lié à ça. Et donc, croire qu'on peut concilier une démocratie véritable avec une politique qui n'a plus d'autres concepts, d'autres paradigmes que la sécurité, ça, c'est impossible. Est-ce que, malgré tout, en faisant cette comparaison, vous ne procédez pas aussi par, je dirais, à la fois par analogie ou par homologie et par hyperbole? C'est-à-dire, voilà, vous avez pris dans un des volumes de Homo Sacer ce qui reste d'Auschwitz. Vous avez pris donc ici Auschwitz comme un exemple, au sens fort, hein, bien sûr, et vous, à partir de cet exemple, vous montrez que ça fonctionne de manière semblable. Alors, est-ce que... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que est-ce que si on dit par exemple Guantanamo c'est Auschwitz, ou bien les camps de rétention pour les immigrés illégaux c'est Auschwitz, est-ce que on ne prend pas le risque de... Alors, il y a un double risque, c'est-à-dire de ne pas comprendre la singularité historique, non pas simplement d'Auschwitz, mais aussi des situations de rétention qui ont aussi... je dirais, leur logique politique qui n'est peut-être pas toujours la même, et aussi l'autre risque, ce serait une banalisation. Non pas qu'on ne soit pas choqué, évidemment, par ce qui se passe, mais si finalement on met tout sur le même plan, il n'y a plus d'échelle, est-ce que c'est pas un risque, et est-ce qu'il n'y a pas un peu de tentation de l'hyperbole dans votre travail sur le paradigme? Non, je ne crois pas. Je crois que, justement, il faut revenir une fois encore à la notion de paradigme. Si je prétendais que
Guantanamo et Auschwitz étaient des phénomènes historiques, au point de vue historique, la même chose, ça c'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Donc c'est uniquement, je prends les phénomènes donc, en tant que paradigme, j'essaie de dégager une structure paradigmatique, dans ces cas-là, la structure de l'état d'exception, et c'est uniquement sous le point de vue de ces paradigmes de l'état d'exception que les phénomènes vont construire un nouvel ensemble dans lequel c'est tout à fait vrai, parce que la structure du droit d'action, c'est la même à Auschwitz ou à Guantanamo. Elle n'est pas différente. Là, je suis prêt à discuter avec tout le monde. Oui, si oui. on se met vous voyez, mais donc, je ne prétends pas qu'il s'agit là historiquement du même phénomène. C'est une structure paradigmatique qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est toujours comme fonctionne un exemple. Oui. C'est, Qu'est-ce qui vous c'est intéresse? l'analogie, Oui. pas la déduction ni l'induction. C'est donc l'analogie, vous confirmez donc. Oui. Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement dans ce texte, donc sur ce qui reste d'Auschwitz? Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement, qui a motivé votre intérêt pour la lecture des textes de Primo Levi? Puisque là, dans ce texte, vous mettez en valeur effectivement une figure qui est celle du le rebut absolu, qui est le musulman, on l'appelle ainsi donc dans le camp. Et en même temps, vous analysez cette situation-là à partir de votre propre corpus de référence, notamment justement le droit romain, on l'a compris. Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour ces textes-là, pour cette situation-là? Oh là, c'est clair, pour moi, c'était une réflexion sur l'éthique et les témoignages. Donc, ce n'était pas une analyse d'Auschwitz dans ce livre en particulier, donc ce n'est pas le cas pour Ramonsaker. C'était une réflexion sur les témoignages et l'éthique. Et c'est pour cela que cette figure du musulman, comme vous savez, on appelait musulmans dans les Auschwitz les déportés qui avaient rejoint l'état presque terminal, donc qui n'étaient presque plus, au moins ce qu'il disait ses copains, un être humain. Non? Il avait perdu toute conscience, toute faculté de répondre aux événements. Et là, donc, j'ai essayé de me poser la question, peut-on concevoir une éthique qui soit à la hauteur d'Auschwitz, c'est-à-dire qui soit à la hauteur du musulman, qui puisse ne pas exclure les musulmans comme « ah, ça c'est du non-humain, c'est l'inhumaine ». Vous voyez, c'était donc vraiment pousser l'éthique à la limite. Et en faisant ça, j'ai suivi les gestes merveilleux de Primo Levi, parce qu'il n'a fait que ça. Il a dit « ce n'est pas moi qui témoigne, je ne témoigne pas. Je ne fais que témoigner pour ceux qui ne peuvent pas le faire. » Et ce n'est pas en leur donnant la parole, mais presque en me privant moi-même de la parole. Donc c'est le geste inverse. C'était lui qui essayait de se mettre dans la position du musulman par rapport au langage. Donc là, pour moi, c'était la réflexion sur le témoignage. Certains lecteurs étaient surpris que vous ne parliez pas du judaïsme dans ce qui reste d'Auschwitz, que le judaïsme soit absent. Il n'est pas absent, c'était des juifs, hein, surtout c'était des juifs. Pourquoi il est absent? Non, oui, mais vous faites davantage référence, disons, à des textes ou des analyses qui viennent du christianisme. Ce n'est pas forcément un reproche, c'est une surprise simplement que cette question-là de la théologie juive n'intervienne pas. Est-ce que c'est parce il n'y a pas non plus de la théologie chrétienne, donc il n'y a pas une perspective théologique dans cette recherche. Alors venons-en, Giorgio Agamben, si vous voulez bien, à votre travail actuel, qui est le séminaire que vous menez actuellement au Collège international de philosophie. Vous faites en quelque sorte une archéologie du pouvoir en Occident, vous la poursuivez, et vous travaillez plus particulièrement sur l'économie du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans le gouvernement en tant que tel ? Oui, là, grosso modo, si je devais définir cette recherche, il y a deux questions pour moi. Deux questions. La première est pourquoi
les pouvoirs a pris en Occident la forme d'une économie, c'est-à-dire d'un gouvernement des hommes, c'est ça qui veut dire économie. Et la deuxième question, qui s'est révélée tout à coup au fur et à mesure de mon travail, c'est pourquoi, si les pouvoirs est donc avant tout gouvernement efficace, pourquoi les pouvoirs a-t-il besoin de cette dimension qu'on appelle la gloire, c'est-à-dire tout l'appareil cérémonial et liturgique du pouvoir. Et là, c'est deux questions qui se sont révélées être liées. La première, je ne faisais que continuer, encore une fois, les recherches de Michel Foucault sur l'archéologie de la gouvernementalité. Et la deuxième, par contre, est tout à fait nouvelle et inattendue même pour moi. Pour la première, là, je crois que c'est très important. On est tellement habitué à l'idée que les pouvoirs coïncident avec les gouvernements qu'on a oublié que, ce qu'il Foucault montre très bien, ce n'est pas toujours le cas. Les pouvoirs de ce qu'il appelle l'État territorial ou l'État souverain n'étaient pas tellement concernés par l'idée de devoir guider, déterminer, orienter les comportements, les pensées, les gestes des sujets. Ce n'était pas le but du pouvoir. Nous, par contre, nous sommes tellement habitué à l'idée que les pouvoirs, au fond, ce n'est que ça, c'est gouverner. C'est quelque chose qui concerne les comportements des vivants, les comportements, les gestes, les pensées, tout. Voilà, ça c'était donc une recherche pour laquelle, à cause de laquelle j'ai dû revenir justement en arrière. Alors à nouveau, donc il y a des références à la théologie chrétienne, ça peut nous paraître aujourd'hui extrêmement surprenant, mais vous montrez que justement c'est à partir des textes des pères de l'Église, patristiques, qu'on peut comprendre, notamment en voyant l'économie par exemple de l'ordre trinitaire, qu'on peut comprendre comment ça fonctionne. Alors est-ce que vous pourriez nous dire de l'intérêt de ces lectures sur le sens du mot économie et que vous retrouvez d'ailleurs la notion d'exception dans cette approche. C'est tout à fait vrai. Là, ce que je dois dire, c'est que j'ai appris beaucoup plus par les traités sur les anges ou sur la providence des pères de l'Église et de la scolastique que par des traités politiques au sens strict du mot. Là, je crois que... Mais là, c'est ce qui arrive souvent. Quand on fait une généalogie, l'archéologie et tout ça, on arrive souvent à un point où on se rend compte qu'on ne peut pas poursuivre dans la lignée qui semble être claire, c'est-à-dire, par exemple, les traités politiques. Non, il faut tout à coup prendre une autre bifurcation et passer, par exemple, au traité sur la Providence, qui était bien des traités sur le gouvernement divin du monde. Oui. Alors, c'est là que j'ai appris... En quoi saint Thomas ou Origène nous apprend quelque chose sur l'économie du gouvernement ? Ce que vous avez dit avant, la découverte première a été cette chose un peu inattendue, que les concepts d'économie ou économie a joué un rôle tout à fait fondamental dans l'élaboration de ce qui va devenir la théologie trinitaire, la Trinité. C'est-à-dire, grosso modo, c'est très simple, il s'agissait d'introduire la Trinité sans tomber dans les polythéismes. Il y a eu donc au début, quand les concepts de Trinité étaient élaborés dans le IIe siècle, il y avait une forte résistance au sein de l'Église de la part des gens très raisonnables qui disaient « mais là, on est en train de retomber dans les polythéismes ». Donc l'argument des pères de l'Église a été à peu près celui-là. Dieu, quant à sa substance et à son être, il est bien sûr un, mais quant à son économie, c'est-à-dire la façon dont il administre et il gère la vie et la maison divine et le monde et l'histoire des hommes, il est triple. Et donc, au fond, c'est cette chose si importante qui définit même l'essence de la théologie chrétienne, c'est-à-dire la Trinité. Elle a été élaborée au début comme une économie et pas comme une théorie métaphysico-physique. C'est très intéressant, ça. Et je crois que l'enjeu, là, était justement la véritable question pour les pères était il faut penser comment Dieu gouverne le monde. Il s'agissait comment penser un pouvoir de gouvernement qui s'articule nécessairement puisqu'il est gouvernement et sans briser son unité. Au fond, l'enjeu de la Trinité, pour moi, c'était plutôt ça. Et c'est pour cela que j'ai appris
dans les traités théologiques quelque chose qui concerne les gouvernements aujourd'hui. Alors, dans quelle mesure, aujourd'hui, on est aveugle à ça? C'est-à-dire, vous parliez au début de l'émission d'un refoulement. En quoi y a-t-il un refoulement par rapport à cette économie ou cette division du pouvoir qui serait au fondement de tous les gouvernements démocratiques? C'est-à-dire, aujourd'hui, on croit plutôt qu'il y a un pouvoir exécutif un peu neutre, quoi, comme si le gouvernement n'avait pas sa propre logique de pouvoir. Alors, donc, comment vous analysez la nécessité donc de faire revenir à nous cette idée qu'il y a une économie du gouvernement et qu'elle est opérante aujourd'hui, parfois indépendamment donc de l'idée de souveraineté, ou qu'il faut s'intéresser au gouvernement en tant que tel? Oui, voilà. En effet, je crois que c'est là pour vraiment faire vite et venir au point qui est essentiel pour moi. Ce que j'ai appris en travaillant sur la théorie de l'économie divine et de la providence, c'est que les pères vont bâtir une machine de gouvernement double. C'est-à-dire que le gouvernement, il est toujours double. Dieu ne gouverne pas le monde directement dans les détails. Dieu va gouverner par loi et principes généraux. Et dans un autre plan, sur les cas particuliers, les détails et tout ça. Et la machine est toujours double et là, les pères, par exemple aussi les grands scolastiques comme Thomas, vont concevoir un plan comme le plan de l'ordre général, de la rationalité générale, et l'autre plan comme une exécution, un pouvoir exécutif. Ce qui était tout à fait étonnant, là, au point de vue vraiment de la surprise, c'est que dans mes recherches, j'ai vu que les vocabulaires du langage de l'administration moderne est élaborée avant qu'elle soit élaborée dans la sphère profane, elle était élaborée par les théologiens pour les anges, pour les gouvernements divins du monde. Par exemple, les mots ministères, ça c'était vraiment étonnant. Les mots ministères, la première fois qu'on les trouve dans un sens qui ressemble vraiment à celui des modernes, c'est pour les anges, c'est pour les ordres angéliques, comme des ministères et tout ça. Donc, voilà. Bon, mais quel est pour moi le point essentiel? Pourquoi c'est utile? Eh bien, parce que là, j'essaye de montrer que ces paradigmes bipolaires dans la machine gouvernementale du gouvernement divin du monde va passer, par exemple, dans des cas très clairs, comme Rousseau, par l'influence de Malebranche. Ça, on le sait que Rousseau a été, les concepts de volonté générale et volonté particulière, c'est pris tel quel chez Malebranche. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que je crois qu'un des plus grands équivoques de la pensée politique contemporaine, et même des analyses quotidiennes des politologues, c'est de croire que le gouvernement n'est pas un véritable problème. Les véritables problèmes de la politique, c'est la souveraineté, les pouvoirs souverains, les pouvoirs législatifs, la souveraineté populaire. Et on n'a fait que réfléchir à ces concepts qu'à mon avis sont tout compte fait presque vides, et on a négligé les problèmes essentiels. Qu'est-ce que le gouvernement? Ce n'est pas du pouvoir exécutif. On le voit très bien. On ne peut pas réduire le gouvernement au pouvoir exécutif. Bien, c'est très clair. Aujourd'hui, on voit que le pouvoir essentiel est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Et ce que j'ai découvert, là, un point vraiment, si je devais dire dans un mot la conclusion de toute cette recherche, eh bien, ce que j'ai vu, ce que mes recherches m'ont appris, c'est que les véritables problèmes de la politique, les véritables arcanes du pouvoir n'est pas la souveraineté, c'est le gouvernement. N'est pas les rois, c'est les ministres. N'est pas Dieu, c'est les anges. N'est pas la loi, c'est la police. Si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, la police, c'est-à-dire quelque chose qu'on a l'habitude de considérer secondaire, exécution de l'exécution, si on ne comprend pas que c'est un paradigme central, si on ne comprend pas que les guerres sont devenues aujourd'hui des opérations de police, on ne comprend rien. Dans un article consacré justement à votre travail récent, puisque c'est un travail aussi qui est paru en italien, qui n'est pas encore traduit, Le règne et la gloire, dans un article donc paru dans la Revue internationale des livres et des idées, Tony Negri, donc vous fait un petit peu je dirais presque un petit peu ce reproche de prendre le mot économie comme, bon, on a bien compris, comme une disposition théologique, mais vous dit, voilà, qu'en est-il de l'économie, du travail, des luttes économiques?
et de la production, quoi. C'est-à-dire, est-ce que, d'une certaine manière, votre analyse de l'économie ne se met pas un peu à l'écart de ce qu'on appelle banalement l'économique, hein, et donc précisément les luttes à l'intérieur des appareils de production? Qu'est-ce que vous en faites? Oui, tout à fait. Là, c'est une vieille discussion. Mais là aussi, il y a une chose que je pense est importante. La domination absolue que même dans la tradition de la gauche, du mouvement ouvrier, a la catégorie de travail, productivité, tout ça. Moi, je pense que là, on est vraiment subalterne du capitalisme. C'est-à-dire, c'est là que le capitalisme et ce qui se présente comme son ennemi partagent la même centralité, c'est-à-dire l'idée que l'essentiel, c'est le travail, la production. Et voilà, encore là, on revient à l'autre aspect de ma recherche, gloire, les liturgies. J'étais en train de travailler là sur les anges en tant que ministre du gouvernement divin, mais tout à coup j'ai vu, mais les anges se définissent par le fait qu'ils sont des ministres, ils vont exécuter le pouvoir, le gouvernement divin, mais aussi par le fait qu'ils sont ceux qui vont célébrer la gloire de Dieu. Voilà. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de gloire? Pourquoi le pouvoir a-t-il besoin de cérémoniel et de liturgie? Et c'est là que tout à coup, donc, une dimension alternative à la productivité et au travail m'est apparue, ce qu'on pourrait appeler presque une activité qui est plutôt proche du désœuvrement, quelque chose qui va une activité qui va consister à rendre inopérants les œuvres et les opérations, etc. Oui. Alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup vous entendre, Giorgio Agamben, parce que quand on lit vos ouvrages, donc on est mis face à une sorte d'assujettissement implacable, progressif dans l'histoire, engendré d'ailleurs par ceux-là même qui le subissent. Alors on se demande, voilà, quelle est la résistance possible à ce gouvernement, à cette cette politisation de la vie. Alors vous venez de faire intervenir ici le terme de désœuvrement. Alors comment il faut le prendre? Désœuvrement, on a compris, actif, sorte une inopérabilité ou une manière de rendre inopérante un certain nombre de fonctions ou de politisation de la vie. Alors comment il se manifeste ce désœuvrement? Dans un de vos livres aussi qui vient de paraître sur l'amitié, on peut se dire, voilà, effectivement, peut-être qu'il y a un certain nombre de relations qui peuvent échapper à cet arraisonnement de la vie. J'aimerais qu'on puisse peut-être décliner un certain nombre de manifestations de ce désœuvrement. Non, je ne le conçois pas du tout comme quelque chose qui est une sorte de fuite ou d'enclave ou d'exode. C'est tout à fait central. C'est quelque chose qui va agir au cœur même des opérations de l'économie, de la vie sociale en général. Justement, il ne faut pas entendre par ce que j'appelle désœuvrement ou inoperosità en italien. C'est pas tout simplement l'inactivité, pas du tout. C'est pas l'oisivité, bien que l'oisivité est tout à fait respectable, mais c'est pas du tout ça. C'est au contraire une forme de praxis, une forme d'opération qui va consister dans le fait de rendre inopérant, de désactiver les opérations de l'économie, de la politique, de la vie sociale, etc. Bon, là, il faut un exemple. Oui. Voilà. Prenons un exemple dans la sphère du langage. Qu'est-ce qu'un poème? Un poème est bien une opération dans les langages et par les langages et des langages. C'est pas autre chose. Mais qu'est-ce qui va définir un poème? Eh bien, un poème, c'est une opération dans les langages et par les langages qui va désactiver certains aspects dominants du langage, qui sont la communication, l'échange d'informations. Les poèmes désactivent tous ces côtés d'échange d'informations et de communication et va donc ouvrir les langages à un nouvel usage qui est proprement le poème. Donc, ce n'est pas une idée tout à fait étrange. Et la fête, qu'est-ce qu'une fête? Voilà, ce paradigme de la fête qui a été si essentiel dans notre culture, au fond, c'est ce que
tout le monde a toujours essayé de penser comme but final de la vie humaine, la fête. Qu'est-ce que c'est une fête? Encore une fois, une fête, ce n'est pas une suspension simplement de l'activité, comme on l'a réduite à ça, parce que dans les calendriers, on a divisé les jours de travail et les jours de fête. Non, la fête, il faut la concevoir comme justement quelque chose qui travaille dès l'intérieur, toute activité, toute opération, et qui, dans le même sens, va rendre possible un autre usage. Oui, mais je disais, Giorgio Agamben, là, vous nous parlez du poème et une opération de langage. Là où tout d'un coup, moi, je ne sais pas, j'attendais peut-être de manière simpliste, mais une opération qui consistait à désactiver. Alors, je ne sais pas, je me suis dit, tiens, peut-être les hackers qui vont mettre en péril un système informatique, ou je ne sais pas. Et là, tout d'un coup, on revient effectivement aussi à une fibre heideggerienne, je dirais, qui est de ramener aussi le langage à ce qu'il est originairement. Et donc, on serait tenté de vous dire, mais oui, est-ce que c'est la poésie qui nous permet de sortir de l'assujettissement politique? On peut se dire, oui, c'est une douce utopie, on pourrait vous dire. Mais non, encore une fois, c'était un exemple paradigme. Oui. Non, donc on peut faire tout autre exemple, même aller tout à fait dans les contraires. C'est un principe qui opère partout. Donc, par exemple, par rapport à tout dispositif de pouvoir, un dispositif de pouvoir, comment marche-t-il? Eh bien, il marche parce que justement, il va capturer en lui-même des désirs, des opérations, des activités qui sont tout à fait propres à l'homme. Le pouvoir ne travaille jamais comme une violence absurde. Ce que j'appelle le gouvernement, c'est toujours un pouvoir qui opère presque avec la liberté des personnes sur lesquelles il opère. Voilà, donc, et à chaque fois, pour moi, ce que j'appelle désœuvrement dans ce sens, ou profanation dans d'autres sens, c'est l'opération qui va nous permettre, au contraire, dans une face-à-face, dans un corps à corps avec les dispositifs du pouvoir, d'essayer de libérer ce qui a été capturé là-dedans. Donc, au contraire, c'est quelque chose qui est dans l'économie, dans les droits, dans la politique, mais aussi dans la poésie, dans le langage, partout. Alors, dans ces opérations de désactivation, est-ce que quelque chose comme du commun peut surgir comme peut-être une politique de l'amitié? Je vais reprendre ici ce terme ici à l'analyse que faisait Derrida de cette possible communauté. Vous avez dans votre livre sur l'amitié, vous dites, je vous cite, « Les amis ne partagent pas quelque chose, comme une naissance, une loi, un lieu, un goût. Ils sont toujours déjà partagés par l'expérience de l'amitié. L'amitié est le partage qui précède tout autre partage, parce que ce qu'elle départage est le fait même d'exister, la vie même. » Alors, dans quelle mesure y a-t-il ici, alors je ne sais pas, un contre-modèle ou une possibilité d'échapper à l'assujettissement? Est-ce que ça peut former ici une communauté, cette idée d'un partage en quelque sorte qui serait antérieure à l'idée même de partager une identité ou une appartenance? Oui. Je vois que vous essayez de me contraindre à me faire, à donner des indications précises. Je me rappelle qu'une fois, j'ai parlé avec Guy Debord et je l'ai traité de philosophe et lui m'a répondu « Je ne suis pas un philosophe, je suis un stratège. » Or, je ne suis pas un stratège, donc je n'ai pas donné des recettes d'action, et surtout que je ne crois pas à l'opposition pratique-théorie. Bon, mais là, en même temps, là l'idée, c'est très beau texte d'Aristote où
Il a défini l'amitié vraiment comme quelque chose, une douceur qu'on ressent, un partage qu'on ressent dans l'effet même d'exister, dans la joie même de vivre. Cette joie, elle est partagée, il y a toujours un autre, il y a l'ami, et c'est ça l'ami. Bon, là, j'ai trouvé un passage fantastique. Donc, là, plutôt, si l'ennemi, c'était plutôt Schmitt, c'était plutôt comment la on peut définition. échapper au paradigme ami-ennemi, le paradigme schmittien. Qui allait briser la symétrie ami-ennemi dont se sert Schmitt pour définir la politique et montrer un excès irréductible de l'amitié par rapport au couple schmittienne. Mais malgré tout, Giorgio Agamben, vous avez écrit un très beau texte qui s'appelle « La communauté qui vient », où vous essayez de dessiner justement cette communauté qui serait formée par des singularités quelconques, sans concept ni propriété, sans condition d'appartenance, d'identité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... Et vous avez dit aussi communauté qui vient malgré tout. Donc, l'être qui vient dans cette communauté, ce n'est pas un universel, ce n'est pas une collection d'individus, c'est un être quelconque. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, quelconque? Voilà. Je crois que là, il faut promettre quand même quelque chose dans laquelle je crois profondément et qui est aussi, à mon avis, défini les tournants de la contemporanéité. C'est-à-dire que moi, je trouve plus mystérieuse la façon dont fonctionne l'esprit ou la tête de l'homme quelconque, de l'homme ordinaire, que la façon dont fonctionne la tête de Spinoza ou de Kant. Vous voyez ? Le véritable mystère et aussi le véritable enjeu, c'est de comprendre l'homme ordinaire. C'est ça le but. C'est pour ça que là, j'ai essayé de réfléchir sur le quelconque, sur l'homme qui est le quelconque. C'est l'homme ordinaire aujourd'hui, un homme où toutes les identités ont été anéanties, parce que c'est bien ça. Il n'y a presque aucune des identités qui ont défini les sujets politiques ou métaphysiques de notre tradition culturelle tiennent plus. C'est une espèce d'indétermination, une espèce de bouillie d'être qui définit l'homme aujourd'hui, et j'ai essayé de travailler sur cela. Est-ce que cette communauté se reconnaît? Est-ce qu'elle doit aussi s'instituer? Est-ce qu'elle doit prêter serment par rapport justement au consensus démocratique qui est une nouvelle forme de l'acclamation? Est-ce qu'il y a d'autres modalités de ce partage d'une communauté formée par ces singularités quelconques? Non, bien sûr, c'est plutôt quelque chose qui semble, par son indétermination, échapper à toute prise. C'est pour ça qu'il me semble... Est-ce qu'elle échappe au langage aussi? Ou est-ce qu'il y a un usage du commun? Est-ce qu'il y a un usage du langage qui peut véritablement correspondre à cette communauté sans appartenance? Là, peut-être, on devrait revenir à un autre exemple. C'est un langage qui désactive toutes les fonctions traditionnelles du langage. Ou plutôt, peut-être, je dirais... Dans la communication, si vous voulez, parce que tout à l'heure, vous avez envisagé le poème comme un certain rapport aussi qui vient défaire la signification, mais là, dans le langage comme communication, dans une communauté, précisément. Quelles sont les modalités qui permettent de faire vivre cette communauté sans appartenance? Question compliquée. Mais là, si on revient au langage, je crois quand même plutôt de chercher dans les langages lui-même ce qui fait la différence par rapport soit au langage des animaux, soit aux autres usages possibles du langage. Je crois que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la relation du parlant à son langage, à son acte de parole. Parce que là, j'ai beaucoup travaillé justement sur les serments, qui me semblent être les modèles qui a déterminé, au fond, qui a joué un rôle énorme dans l'histoire de notre culture et dans l'histoire du pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'il a été défini, et je crois que l'historien qui a fait ça, il avait raison, les serments et les sacrements du pouvoir. Bon, moi, j'ai poursuivi encore une fois l'archéologie et j'ai essayé de comprendre les serments comme sacrement du langage, comme archétype de la relation qui va régler les rapports entre les parlants et ce qu'il dit.
Il me semble dans ces cas-là que ce qui vraiment distingue l'homme des animaux, ce n'est pas le langage lui-même, mais le fait que l'homme est le seul animal qui s'est engagé dans son langage, qui a décidé qu'il allait tenir sa parole, qu'il allait y avoir une relation éthique entre les parlants et ce qu'ils disaient. Dans ces formes de désœuvrement, il y a donc cette désactivation, et en même temps, vous avez quand même écrit aussi un texte sur la profanation, où là, il y a une sorte de, je ne sais pas si je l'ai bien lu, mais une sorte quand même de révolte, où vous dites profaner, donc c'est d'une certaine manière reprendre la main ou restituer à l'usage commun ce qui a été séparé dans la sphère du sacré. Je vous cite, vous dites « Il faut arracher au dispositif la possibilité d'usage qu'ils ont capturé, la profanation de l'improfanable et la tâche politique de la génération qui vient. » Alors voilà, autre chose qui vient, c'est une génération cette fois-ci. Est-ce que là, il n'y a quand même pas, vous dites que vous n'êtes pas un stratège, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une possibilité ici de résistance dans ce geste de la profanation ? La profanation, là, est tout à fait proche de ce qu'on disait avant. En droit romain, la profanation était quelque chose qui avait été séparé dans la sphère du sacré et de la religion. Elle était rendue à l'usage commun. Là encore, donc, dans tout acte de profanation, il s'agit d'ouvrir ce qui était capturé dans les dispositifs du pouvoir, de les rendre à l'usage commun. Donc c'est tout à fait un bon exemple de cela. Vous verriez aujourd'hui des gestes qui vous paraissent correspondre à de la profanation ? Oui, quand je dis qui vient, il ne faut pas l'entendre. C'est pas le futur. Là, ce serait une bonne question. Ce serait qu'est-ce qui est les contemporains, qu'est-ce qui définit la contemporanéité. Et la contemporanéité, ça ne se définit jamais pour moi comme une simple adhésion au présent. Une fois, Barthes a pris la formule de Nietzsche, il a dit les contemporains, c'est l'intempestif. Donc, les contemporains, c'est quelque chose qui va prétendre de fonder sa relation au présent, une forte relation au présent, par une distance, par un écart, par quelque chose d'intempestif. Je crois que c'est un peu ça, les contemporains. Quand je dis celui qui vient, ça ne veut pas dire tout simplement le fait d'être présent, mais c'est cette capacité d'adhérer au présent par une distance, par un écart. Giorgio Agamben, c'est ma dernière question. Face à la machine sécuritaire et à l'assujettissement volontaire de l'humanité, quelles sont les raisons d'espérer ? Y a-t-il des raisons d'espérer ? On se souvient de la dernière, une formule de Benjamin sur l'idée qu'il n'y a d'espoir aujourd'hui que par ceux qui n'ont plus aucun espoir. Alors, je vous poserai cette question, savoir s'il y a aujourd'hui et où y a-t-il des raisons d'espérer ? Là, c'est un peu comme vous dites pour la phrase de Benjamin. Moi, je pense que là, c'est le rapport. Quel est le rapport qu'on doit avoir à sa situation historique présente ? Eh bien, c'est bien ça. D'une part, c'est des jugements contradictoires. D'une part, on peut bien dire, l'époque qu'on vit est la plus infâme des époques qui se soient jamais données dans l'histoire, et en même temps, avec Benjamin, il n'y a pas d'époque de décadence. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par cela ? J'entends simplement que les moments, l'instant décisif de l'histoire humaine est toujours en cours. Tout moment est le moment essentiel. Donc, ça n'a pas de sens de se poser la question de l'espoir et du désespoir, parce que puisque tout instant est le moment décisif, et donc on n'a pas ni à espérer ni à désespérer, c'est l'engagement propre qui consiste justement dans les rapports au présent. Le temps reste ouvert. Le temps reste ouvert, et non seulement reste ouvert, mais je crois que dans l'histoire, il n'y a rien d'achevé. Quand je dis le moment décisif, elle est toujours en cours, ça veut dire que depuis l'anthropogénèse, l'homme est toujours en cours de devenir humain, le singe est toujours en cours de devenir homme, l'homme est toujours en cours de devenir autre chose. Ce qui n'est pas achevé demande qu'on revienne sur lui, demande qu'on l'achève.
C'était les Vendredis de la philosophie, présentés par François Noudelman avec la collaboration de Marianne Chasseur. Prise de son Nicolas Mathias, réalisation Clotilde Pivin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec ce sujet, la logique de l'abattoir.